Je voudrais évoquer aujourd'hui un sujet particulièrement brûlant, le sujet de ce qui depuis quelque temps tourne autour du genre. Mais avant d'en venir à la clinique, j'aimerais avoir votre sentiment sur les propos de Madame Roudinesco à propos des transgenres. Bon, je suppose que l'émission de télévision que vous évoquez euh, est celle de Yann Barthès, au cours de laquelle Elisabeth Rodinesco a comparé l'augmentation exponentielle de ce que l'on appelle les transgenres à une épidémie. Hmm. Oui, c'est ça. Alors, il y a deux choses. D'une part, les propos de Madame Rodinesco et d'autre part, les réactions. D'abord, les propos. Elisabeth Rodinesco est une femme qui a toujours eu un grand courage et qui n'hésite pas à entrer dans l'arène pour défendre ses valeurs et ses convictions. Et j'ai soigneusement lu et relu ce qu'elle a dit ce soir-là. Elle a dit « il y a un peu une épidémie de transgenre ». Or, qu'est-ce que c'est qu'une épidémie ? Depuis 2 ans, l'actualité n'est quasiment faite que de Covid et on ne saurait pas ce qu'est une épidémie ? Ah, s'il vous plaît, hein ? Bon, une épidémie, c'est quelque chose qui se répand. C'est quelque chose qui contamine. Or, le sujet de la transidentité, avant que l'on commence à l'évoquer largement, existait déjà d'une façon discrète et sans pour autant qu'une discrimination généralisée se manifeste envers les personnes qui changeaient d'identité, voire de sexe. Alors effectivement, lorsque le sujet a commencé à apparaître de plus en plus souvent dans les médias, eh bien, on a assisté à ce qui survient tout à fait logiquement lorsque l'on nomme. Qu'est-ce qui survient ? On crée. Et à force de nommer, à force de créer, eh bien, la transidentité s'est répandue comme une épidémie. Elle a littéralement contaminé les esprits. Il est sûr que le mot épidémie a pu choquer parce qu'une épidémie, ça évoque quelque chose de négatif, ça évoque un virus qui ne nous veut pas de bien. Mais honnêtement, accuser Elisabeth Rodinesco d'avoir voulu connoter négativement la transidentité, je trouve que ça, c'est une très basse manœuvre. Voilà. Ça, c'est pour les propos. Et après, il y a les réactions. Oui, qui ne se sont pas fait attendre. Tout à fait. Alors, réaction des internautes, c'est-à-dire des réseaux sociaux principalement, réaction de certains médias, et même réaction de quelques députés. Et la lecture de ces réactions est désolante, parce qu'elle montre combien la communication est définitivement pervertie, combien il devient très très difficile, voire impossible avec certains publics, d'avoir une discussion sensée, c'est-à-dire une discussion ayant du sens parce que respectant le sens des mots. Vous savez, je me souviens parfaitement que plusieurs médias ont évoqué dans leurs titres des propos transphobes, je cite, ce qui est une méconnaissance crasse de la langue française, surtout de la part de journalistes, au même titre d'ailleurs que l'usage de homophobie, islamophobie et j'en passe. Bref, autant de détournements de la langue française qui, selon moi, ont pour but de manipuler les esprits en pervertissant le sens du mot. Et puis je me souviens aussi de titres comme Attention, cela peut choquer, ce qui vous en conviendrait, contraint aussitôt à lire, puisque ce qui choque attire comme le sucre une abeille ou la charogne un vautour. Oui, je me souviens de ces expressions, vous savez, atteinte à la dignité des personnes transgenres, pathologisation des corps, appel à l'effacement, comportement discriminatoire, etc., etc., j'en passe. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà d'une méconnaissance de la langue chez certains,
il y a l'usage dont je n'hésite pas à dire qu'il est volontairement détourné à des fins de manipulation. Alors, est-ce que ça signifie que vous approuvez les propos d'Elisabeth Roudinesco? Ce qu'il faut objectivement reconnaître, c'est que le sujet que nous évoquons aujourd'hui s'est répandu d'une façon exponentielle. Il a enflé démesurément jusqu'à provoquer ce que l'on connaissait bien au XIXe siècle lorsque l'on étudiait l'hystérie, à savoir le phénomène de contagion. Et sur ce point précis, alors oui, je rejoins absolument Elisabeth Roudinesco. Vous pensez donc qu'il s'agit d'un phénomène de contagion? Mais c'est viral, comme on dit aujourd'hui. Donc si c'est viral, c'est contagieux. Mais ce qui se répand est biaisé dès le départ. C'est ça le drame. Le sujet est brouillé parce que le sujet du genre, le sujet des transidentités, c'est un peu comme un millefeuille. Vous voyez, à la base, il y a un sujet réel, tout à fait réel, celui de personnes qui manifestent un mal-être quant à leur genre, qui se sentent mal dans leur corps, dans leur sexe, dans leur identité sexuelle. Bon, ce sujet est présent depuis très longtemps dans nos sociétés. Et il fait l'objet d'interventions de la part de professionnels d'horizons très différents. Il y a des médecins, des psychiatres, des psychologues et des psychanalystes, et puis aussi des sociologues, des statisticiens, et j'en passe. Bon, sur cette couche primaire, qui est encore une fois de l'ordre du réel, bon, s'est posée une couche qui a fait distorsion. Celle d'une vague venue d'outre-Atlantique, qui a débarqué avec sa langue absconse et sectaire, avec ses revendications démentes et son miel empoisonné. Eh bien, cette couche-là a bénéficié de ce que les réseaux sociaux ont de meilleur et de pire à la fois, c'est-à-dire une multiplication, une démultiplication, une potentialisation du message qui a vu s'agglomérer autour de lui une masse de destinataires parmi les plus influençables, c'est-à-dire les enfants et les adolescents. Donc voyez-vous, lorsque je dis que le sujet de départ est biaisé, nous y sommes. Il y a une volonté délibérée de contaminer, c'est-à-dire d'étendre ce qui est de l'ordre de la souffrance d'un tout petit nombre de personnes à un très grand nombre de destinataires potentiels. Et donc, phénomène de contagion issu, selon vous, d'une volonté délibérée de manipulation? Mais pas seulement. Puisque nous parlons clinique, je ne veux pas incriminer seulement les initiateurs de la chose. Je veux que tous les personnages de ce drame soient cités et que la responsabilité de chacun d'eux soit mise en lumière. Alors je vais citer le cas de cette jeune adolescente de 12 ans que ses parents ont amenée un jour en consultation en désespoir de cause, je les cite, parce qu'elle s'était dit du jour au lendemain, et d'une façon de plus en plus insistante, elle s'était dite non genrée, non binaire, et qu'elle avait formulé des demandes tout à fait incompréhensibles et incohérentes. Alors, eh bien, pour faire connaissance avec cette adolescente, et parce que nous étions en période de vacances de février, donc d'une durée de 2 semaines en France, je lui demande ce qu'elle fait de ses vacances. Et elle me répond, je regarde des vidéos sur TikTok. Alors je tente de creuser un peu, et à part TikTok, réponse, eh ben je parle avec mes copines. Oui, de quoi? Des vidéos qu'on regarde sur TikTok. Mais tu passes beaucoup de temps sur ce réseau ou tu fais autre chose, je ne sais pas, tu lis, tu te promènes. Non, je reste sur TikTok. Et c'est ainsi que j'ai appris que cette adolescente de 12 ans se penchait
sur l'écran de son smartphone dès son réveil et qu'elle y passait ses journées. Alors cet exemple pour vous dire que quel que soit le type de message regardé par cet enfant, il y a forcément un effet d'imprégnation. Et par les échanges avec ses copines, un effet de contagion. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une ouverture sur le monde et sur les autres, avec des activités structurantes et épanouissantes, eh bien cet enfant voyait le monde à travers le tout petit bout d'une lorgnette, un tout petit bout viral et contagieux. Eh bien, je suis désolé, mais ça s'appelle bien une épidémie. Et des adolescents comme cette jeune fille, il y en a énormément. Vous avez dit pas seulement à propos de la contagion. Et oui, parce que quand je dis qu'il y en a énormément, il ne faut pas oublier les parents dans l'histoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire les personnages qui sont censés veiller sur leurs enfants, qui ont la responsabilité de leurs enfants. Et les parents, nous en rencontrons et nous en recevons au cabinet de 4 catégories. D'abord, il y a les parents inquiets, démunis, en plein désarroi, qui ne savent pas vers qui se tourner lorsque ça leur tombe dessus. Ensuite, il y a des parents plus réfractaires, qui répondent à leurs enfants que c'est n'importe quoi, mais qui sont tout aussi désemparés et impuissants que les précédents, lorsque d'un coup, ils se trouvent confrontés à un enfant qui leur annonce qu'il est transgenre, comme ça, sans aucun signe avant-coureur. Il y a une troisième catégorie qu'il ne faut surtout pas oublier, ce sont les parents démissionnaires. Des parents qui sont bien contents que l'enfant ou l'ado soit bien tranquille devant ses écrans et qui se rendent compte évidemment trop tard que le ver était dans le fruit et qui n'assument pas ce qui a été de leur responsabilité d'adultes. Et enfin, il y a une quatrième catégorie. Ce sont les parents militants, les parents complices, pour ne pas dire pervers. Vous y allez fort, là. Oui, je sais que le mot est fort, mais n'ayons pas la mémoire trop courte, s'il vous plaît. Le mot fait écho à cette autre perversion, qui, dans les années 60 à 80, faisait dire que le respect des enfants passait par certaines libertés sexuelles qui, manifestement, servaient d'abord la jouissance des adultes avant celle très très douteuse des enfants. D'où, d'ailleurs, cette émergence brutale, 40 ans plus tard, des mouvements MeToo, Balance ton porc, etc., etc. Et si l'effet a eu des conséquences positives, parfois, c'est-à-dire dans le sens où il a libéré la parole de ces bâillons, il a aussi généré des effets collatéraux dus encore une fois au phénomène de contagion. À quoi pensez-vous lorsque vous parlez d'effets collatéraux ? Mais je pense à tellement de cas cliniques, je pense à tellement de victimes qui ont poussé la porte des cabinets de psy parce qu'ils étaient complètement perdus, littéralement intoxiqués par les mouvements de dénonciation, qui faisaient d'une motte de terre une montagne. Là, je suis en train de penser à cet homme d'une quarantaine d'années, rongé par une culpabilité soudainement apparue, et qui venait consulter parce qu'il s'était souvenu qu'à l'âge de 6 ans, il lui était arrivé plusieurs fois de jouer à touche-pipi avec sa sœur et ses petites cousines. Et lorsque cet homme a utilisé pour nommer ses actes les mots de viol et d'inceste, ne connaissant rien à cette période de la vie infantile où la curiosité sexuelle est naturellement à l'œuvre, mais est-ce qu'on se rend compte de l'envergure de la contamination ? Et puis je pense aussi à tous ces livres
paru depuis quelques années, et encore d'ailleurs tout récemment, n'est-ce pas, hein, dont on nous dit qu'ils étaient et qu'ils sont encore et toujours indispensables à la libération de la parole. Mais cette libération, est-ce qu'elle n'aurait pas pu se faire dans le cabinet d'un analyste, au lieu d'en passer par des voies qui évoquent un exhibitionnisme et une victimisation manifeste? Est-ce que c'est votre place d'analyste, je veux dire ce que vous pensez en tant que psychanalyste, qui vous fait prendre cette position? J'essaie de considérer le sujet de la façon la plus dépassionnée possible, hein. C'est-à-dire comme un observateur des soubresauts de la société. Un observateur qui recueille l'histoire ayant généré tel symptôme, que celui-ci touche un individu ou qu'il bouscule la société tout entière. Voilà. Et un observateur donc qui voit également les effets du symptôme en question, ses manifestations cliniques, ses conséquences à l'échelle du sujet, à l'échelle de la famille, ou là encore de la société entière. Seulement un psychanalyste, c'est aussi un citoyen. Et s'il s'interdit toute forme de jugement, c'est normal, il possède tout de même des éléments qui lui permettent d'avoir une vision plus large que celle de très nombreux autres acteurs sociaux. Et donc, ça signifie qu'il peut, à mon sens, exprimer des opinions qui sont simplement le fruit de ses observations auprès de ses patients. Je crois que si l'on fait le métier de psychanalyste en se laissant simplement porter, balader par les vagues de la société, sans que notre parole, parfois différente, soit entendue à titre d'alerte parfois, alors ça n'est pas la peine d'embrasser cette vocation. Je pense qu'il faut davantage d'hommes et de femmes comme Elisabeth Roudinesco dans le débat qui agite aujourd'hui la société. Et vous savez, avec le recul, il n'y en a pas eu beaucoup pour les mouvements MeToo et autres à l'époque. Ceux qui ont osé s'exprimer se sont littéralement retrouvés collés au mur des pelotons d'exécution. Qu'est-ce qui génère, selon vous, ces mouvements? Mais qu'est-ce qui génère il faut quand même bien reconnaître que notre vieux continent est littéralement intoxiqué par une contre-culture, j'insiste. Une contre-culture venue d'outre-Atlantique. Une contre-culture, c'est-à-dire un virus tueur de culture, tueur de notre culture. Albert Camus disait très justement « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. » Et bien voilà, ceux qui se prétendent aujourd'hui libres, et aussi ceux qui aspirent à certaines libertés, ne sont que les esclaves de ces vagues venues d'ailleurs et qui dégradent notre culture. Que nous parlions, je ne sais pas, de bisexualité, aussi bien physique que psychique. Mais ma foi, ça c'est une évidence. Hein. Qu'il y ait des personnes en souffrance avec leur identité, c'est aussi une évidence et ça n'a rien de nouveau. Mais quand on avance comme un étendard, hein, la parole d'une gamine de 8 ans qui dit qu'elle est de l'autre sexe, alors on est tout de même en droit de se demander d'où vient cette parole, non? Et d'après vous, d'où vient-elle? Mais enfin, est-ce qu'elle est tombée du ciel, hein? C'est là que le message est brouillé. Parce qu'il y a une infime minorité d'enfants en souffrance quant à la question du genre. La très grande majorité se trouve sous l'effet d'une intoxication réseautique. Voilà, si je peux l'appeler comme ça. Vous savez, quand des adultes, des adolescents, des parents viennent poser devant nous la question de la transidentité, il y a tout de même au moins 2 façons d'entendre et de travailler le sujet. Parce que, à l'évidence,
il y a une façon bien différente de le travailler si l'on a affaire à un jeune adulte ou à un enfant. Mettre les deux paroles sur un pied d'égalité n'a aucun sens. Il y a là une dérive, parfois de parents complètement démunis, et plus souvent de leaders d'opinion qui sont imprégnés d'une culture qui vient pervertir la notion de sujet. Que voulez-vous dire par pervertir la notion de sujet? Écoutez, l'enfant est un sujet, ça c'est un fait. L'adolescent est un sujet, c'est tout aussi évident, mais ce sont des sujets en formation, n'est-ce pas? Des sujets en transformation, en évolution, en construction, des sujets en maturation. Alors que leurs besoins soient respectés, mais ça, qui peut s'élever contre ça? Mais que les adultes qui ont la charge de ces enfants ne réalisent pas l'impact que peuvent avoir sur eux les réseaux sociaux et la contre-culture qu'ils véhiculent, ça c'est de l'irresponsabilité. Si je fais le parallèle avec la thérapie, il y a nécessairement asymétrie entre le thérapeute et le patient, entre l'analyste et l'analysant. Eh bien, de la même façon, il y a forcément une asymétrie naturelle entre le parent et l'enfant. Si cette asymétrie est niée, comme c'est très souvent le cas, eh bien alors la notion d'enfant en tant que sujet est pervertie. Voilà. Vous comprenez, l'ouverture d'esprit a bon dos, ça devient très vite de la complaisance. Et comme je le disais il y a un instant, les années 60-70 nous ont hélas montré que la complaisance aboutit souvent à une exploitation de l'enfant, qu'elle soit sexuelle ou autre. Donc aujourd'hui, une exploitation de l'enfant transgenre? Non, pas de l'enfant transgenre, non. De l'enfant qui s'interroge sur son genre. C'est très différent. C'est pas du tout la même chose. Quand un enfant souffre à cause d'une interrogation sur son genre et quand les parents emmènent l'enfant chez un psy, quel est notre rôle? Nous l'écoutons. Voilà, c'est tout. Nous écoutons. Et que se passe-t-il alors? Eh bien, derrière la souffrance apparaissent petit à petit les raisons de la souffrance, la façon dont celle-ci se manifeste, des détails sur le questionnement de l'enfant et surtout, l'origine, la source de l'histoire, la source de la souffrance. Et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il y a, comme il y a toujours eu, des enfants souffrant de se sentir mal dans leur genre, dans leur corps, dans leur sexe. Oui, mais de là à en découvrir dans tous les coins et les recoins des réseaux sociaux, s'il vous plaît. Que les psys qui écoutent les enfants, amenés par leurs parents, aillent au bout de l'écoute et qu'ils témoignent. Combien de fois en arrivons-nous à entendre qu'il s'agit de mimétisme, qu'il s'agit d'identification à tel ou tel copain ou copine? Combien de fois l'histoire trouve-t-elle sa racine sur TikTok, Instagram, Snapchat et j'en passe? Mais ça, qui veut l'entendre? Combien de parents suffisamment adultes sont en mesure d'entendre que l'enfant n'a pas à s'autodéterminer et surtout pas en se fondant sur des terrains meubles? Cette augmentation folle du nombre de demandes de changement de nom chez les enfants et de changement de sexe chez les adolescents, ça met en lumière une très grave dérive. Vous savez, tout ce qui tourne autour des plaintes et des demandes relatives à la transidentité, c'est un porte-manteau. Voilà, c'est-à-dire c'est un camouflage d'une autre plainte, d'une autre interrogation qu'il est légitime, qu'il est indispensable de mettre en lumière pour aider l'enfant ou l'adolescent. Mais quand un enfant dit qu'il n'est pas né dans le bon corps, il faut l'écouter tout de même. Eh bien, vous l'avez dit, il faut l'écouter. L'écouter, c'est tout. Mais l'écouter, ça ne signifie pas abonder dans son sens.
Ça ne signifie pas confirmer son dire à tout prix, parce que sa parole doit être considérée comme parole d'évangile. Encore une fois, l'enfant, c'est un être malléable, immensément perméable, très suggestible, tellement facilement modulable en fonction de son environnement, qu'un adulte prenne la décision de subir une ablation des seins ou des testicules, qu'il subisse maintes interventions chirurgicales, qu'il se soumette à de longs traitements hormonaux, c'est son choix d'adulte. Mais de là à considérer que l'enfant a droit au même choix, c'est de l'aveuglement. Que pensez-vous alors des consignes ou des directives d'inclusion émises par certains gouvernements? Elles me paraissent complètement outrancières. Complètement. Il y a 4 ou 5 mois, c'est l'Écosse qui a pris les devants. Et il y a un peu plus d'un mois, quelque chose comme ça, je découvrais une lettre demandant aux écoles de prévoir des normes d'inclusion LGBT. Bon, ça signifie que l'on reconnaît le droit à un enfant qui entre en primaire, s'il vous plaît, de changer de nom ou de sexe, allez, de genre, sans même que les parents donnent leur consentement. Mais c'est de la pure folie. D'abord, c'est effacer le rôle, la place, la responsabilité parentale. Et ensuite, c'est laisser entendre que l'enfant a suffisamment de droits pour décider sans en parler à ses parents. Et j'ajoute une chose, qui plus est, et là est la perversion. Faire croire à un enfant qu'une fille peut devenir garçon et inversement parce que c'est son choix, ça, c'est le suicide d'une société. Est-ce que vous faites porter toute la responsabilité de la chose aux réseaux sociaux? Pas toute. Non, pas toute. C'est l'usage qui en est fait. C'est la façon dont les réseaux sont utilisés sans contrôle des parents d'une part, et la façon dont les réseaux transmettent de plus en plus rapidement des croyances que les enfants s'accaparent. D'où, c'est normal, une inflation de demandes de changement de sexe, notamment chez les adolescents. Et que ces demandes de transition aboutissent à des réponses médicales sans que l'adolescent ait eu la possibilité d'élaborer, de travailler autour de cette demande, ça c'est tout simplement dramatique. Alors, lorsqu'un enfant ou un adolescent expose une demande de changement de nom ou de sexe, c'est souvent, dit-il, parce qu'il ressent profondément ce besoin. Mais encore une fois, dans un nombre de cas minimes, on ne peut pas effacer le réel biologique. Il existe, qu'on le veuille ou non, qu'on se le cache ou non, une différence sexuelle entre les hommes et les femmes. Bon. Et on ne peut effacer cela au nom de singularités qui pourtant sont tellement chères à la psychanalyse. Les singularités défendues par l'analyse, ce sont des singularités travaillées, longtemps élaborées et, dans le meilleur des cas, assumées avec la maturité suffisante. Ce ne sont pas des singularités avancées sous le prétexte de ressenti et un point c'est tout. Non, ça c'est de l'idéologie. C'est un mensonge transmis à l'enfant qui le prend comme une vérité. La vérité, c'est que pendant toute la période de transformation du sujet, l'enfance et l'adolescence, eh bien, il y a des fluctuations. Il y a une recherche d'identité, des sujets en mal d'identité qui cherchent des solutions à ce mal-être. Et l'idéologie, d'un coup, leur apporte une solution clé en main. Alors, ça provoque une rupture dans le processus de maturation. Ça empêche l'adolescent de vivre les fluctuations inhérentes à cette période qui le conduira du doute à la stabilité, quelle qu'elle soit, je le précise. Ce qui se passe sur les réseaux, certains l'attribuent à une volonté délibérée. Est-ce que vous partagez cette affirmation ?
je ne veux surtout pas rentrer dans un complotisme qui voudrait que derrière ces agissements, il y ait un objectif bien précis, une orchestration en quelque sorte. Bon, je tiens simplement à dire qu'il s'agit là de quelque chose que je trouve personnellement très grave et qui s'apparente, allez, à un kidnapping de l'enfance. Voilà. Le droit à l'autodétermination de l'enfant, ça n'est pas un progrès, c'est une perversion. Le droit de l'enfant dit transgenre n'est qu'une mystification. C'est un embrigadement, c'est une idéologie, encore une fois, complètement démente. Ce qui est prôné, c'est qu'au nom d'un soi-disant bien-être, au nom d'une liberté toute puissante, l'enfant pourrait se débarrasser de ses parents et faire le choix d'une autre identité, d'une identité genrée. Et par la même occasion, d'une autonomie avant l'heure, faisant de lui, mais ça personne ne le souligne, faisant de lui un sujet pas fini, un sujet bloqué à une étape de sa construction, une espèce de chantier pas terminé, ouvert à tous les vents et soumis aux agressions des intempéries. Voilà. En fait, il ne faut pas hésiter à dire que l'enfant est l'objet d'une véritable emprise dont on voit déjà les conséquences, une espèce d'égarement mental, un rejet de sa famille si celle-ci n'adhère pas à son désir, une violence, une haine à l'égard de tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Et puis en outre, vous savez très bien qu'il existe une langue spécifique en la matière, une langue nouvelle, complètement hermétique, pleine de mots, d'adjectifs, d'expressions, censés porter, défendre la liberté. Mais voyez comme cette déferlante du wokisme est ce qu'elle s'efforce d'imposer. Vous savez, dans l'intimité de mon cabinet, mon travail, c'est chaque jour, pour chaque patient, un travail d'aide à l'éclairage. Point. Eh bien, pour ces enfants et pour ces adolescents amenés par leurs parents, ça n'est plus seulement un travail d'aide à l'éclairage. C'est un véritable travail de désintoxication, un travail de réveil ou d'éveil à l'esprit critique. C'est, à mon sens, le même travail que celui qui consiste à aider un sujet à se défaire d'une addiction, d'un poison toxique, d'une emprise sectaire. C'est le même travail qui consiste à passer de l'hallucination au réel et de la dépendance à l'autonomie. Donc, si je résume votre pensée, le phénomène auquel nous assistons est une forme d'activisme qui provoque cette multiplication des candidats à la transition, c'est ça ? Absolument. Absolument. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est lorsque des sociologues vous disent « mais c'est pas grave, les hormones, c'est réversible, on peut expérimenter un corps et une identité sans que ce soit figé pour la vie ». Mais c'est complètement démentiel. C'est comme lorsque vous achetez un vêtement, quoi. Le garçon laisserait son pantalon en gage et il achèterait une jupe et on lui dirait pas de souci, si d'ici quelques temps vous regrettez votre achat, revenez, on vous reprend la jupe et on vous rend le pantalon. Ça semble vous toucher tout particulièrement, à l'instar de ces voix qui s'élèvent ces derniers temps. Mais bien sûr, et j'espère ne pas être le seul que le sujet touche ainsi. Bon, j'en suis persuadé d'ailleurs, mais il y a trop peu de voix qui s'élèvent. J'ai vu il y a 2 ou 3 semaines une tribune signée par une 50aine de personnes. J'ai lu aussi que des profs commencent à se rebiffer en Angleterre. Mais face à ce véritable tsunami activiste, il faut répondre systématiquement aux arguments aberrants. Et puis, attendez, que je sois touché par le sujet, comment ne pourrais-je pas l'être en tant que psychanalyste ? Un psy qui a déjà accompagné des adultes se questionnant sur leur identité sexuelle et qui reçoit aujourd'hui
des enfants qui s'interrogent sur le même sujet, c'est évidemment l'occasion de juger de l'écart profond entre les deux demandes et entre les deux paroles. Un travail avec ces enfants permet de ramener les choses à un niveau qui est le leur et qu'ils comprennent. Mais encore faut-il que ce travail-là soit possible. Encore faut-il que la case écoute, échange, réflexion, élaboration ne soit pas évincée par des directives ministérielles aberrantes, une imprégnation permanente par les réseaux sociaux et une démission des parents. Sur le plan clinique, qu'est-ce que vous auriez envie d'apporter comme conclusion, temporaire ou pas, sur le sujet? Écoutez, la seule réalité, c'est que ce sujet de société est biaisé. Voilà. Oui, il y a, comme il y a toujours eu, des jeunes qui disent se sentir mal dans un genre et vouloir vivre dans un genre différent de celui qui leur a été assigné lors de leur naissance. Bon, ça c'est un fait. Ces jeunes vivent très souvent une discrimination, un harcèlement qui génère des troubles parfois graves, un état dépressif, des angoisses et parfois même des passages à l'acte suicidaire. Bon. D'où l'importance pour un thérapeute, quel qu'il soit, de ne pas demeurer isolé, mais de travailler en réseau. Parce que ces enfants et ces adolescents ont évidemment besoin d'être pris en charge. Et quand je dis pris en charge, je ne veux pas dire stigmatisé, catégorisé, pathologisé, étiqueté, mais simplement écouté, afin qu'ils puissent aller au-delà de la plainte initiale, afin qu'ils puissent élaborer quelque chose qui se tienne, quelque chose qui éclaire la plainte et le mal-être à partir d'une perspective nouvelle et souvent inattendue, qui peut tout changer. Autrement dit que le choix qu'ils feront à l'issue de l'élaboration soit un choix éclairé. Mais là, encore une fois, je parle d'un nombre d'enfants très limité. La majorité des demandes, c'est le fait de rejetons de la contagion. Et pour ce qui les concerne, il manque un élément dans la réflexion. Il manque l'élément de l'environnement, c'est-à-dire du système dans lequel les enfants évoluent, du système qui a généré, stimulé, favorisé la demande de changer de nom, de sexe, de genre. Alors, il peut s'agir des réseaux sociaux, majoritairement. Il peut aussi s'agir de l'environnement familial, de la culture, des lectures, amitié, fréquentation. Tant que cette exploration-là n'est pas réalisée avec l'enfant ou l'adolescent, tout le reste du débat actuel, c'est de l'encre, du papier et des paroles verbales, pour utiliser cette belle expression qui dit bien ce qu'elle veut dire, à savoir qu'il n'y a que celles et ceux qui les lancent à tout vent qui en jouissent.